Voilà. Alors, on va parler de dessin et pas trop cinéma, du coup. Alors, la première question que je vais vous parler, Jean-Pierre Bionnet, quand même, ce bouquin, alors j'avais acheté celui-là, et puis j'ai dû racheter celui-là, mais vous en avez pas marre de faire des biographies? Vous avez besoin d'argent, Jean-Pierre Bionnet, qu'est-ce qui se passe? Ben, non, d'abord, on va dire que c'est presque la même, avec d'énormes corrections. Bon, à gauche, donc votre droite, je ne sais plus. Enfin, là, ici, c'est la première édition. La première édition, j'ai eu des soucis parce que j'ai été édité par un grand groupe qui s'appelle les Presses de la Cité. Et comme ça arrive dans les grands groupes, j'ai changé d'éditrice, puisque les deux éditrices en route. Avec la première, ça se passait fort bien. Avec la deuxième, ça s'est passé moins bien parce qu'elle n'y croyait pas du tout. Alors, il s'est trouvé que ce livre-là, avec des photos en plus, mais ces photos, on les trouve sur Internet. Dans mon cas, je me suis dit, c'est pas la peine d'augmenter le prix pour un cahier photo. Alors, il y en a qui disent qu'il faut toujours un cahier photo. Moi, je dis bon. Le premier, la catastrophe en gros, si vous voulez, c'est que l'éditeur, ça faisait 1 200 000 signes, je racontais beaucoup de choses, et on nous a demandé, avec Christophe Quillien, mon accoucheur et moi-même, de couper 600 000 dans la nuit. Moi j'ai essayé un peu, j'y suis pas arrivé, alors Quillien a coupé à la hache. Donc il y a des trucs qui sont tombés du camion. Par contre, les fautes qu'il y avait, qui étaient parfois des contresens absolus, dans le genre « j'aime pas X alors que j'aimais X », d'où un ou deux amis qui m'ont appelé pour me dire « je croyais qu'on était très amis, t'as dit que tu m'aimais pas ». Je disais « non, en fait, je disais que je t'aimais ». Voilà, bon, ok. On a fait une soixantaine de corrections pour pas que ça soit impossible pour le nouvel éditeur de s'en sortir. Je n'ai pas rajouté tout ce qui était tombé du camion. Alors, effectivement, je me suis aperçu, j'étais le jour avec Philippe Casa, il n'y a pas Casa, mais il n'y a pas que lui qui manque. Il manque, je parle de 5 dessinateurs de métal, et il se trouve que 6, je crois. Parce que j'aimais beaucoup l'idée que quand on était interdit au moins de 18 ans, on avait à bord un dessinateur Serge Leclerc qui en avait 17. La loi n'a pas prévu ça. Bon, ok. Donc j'ai fait que 60 corrections. Mais ça change beaucoup le sens quand même. Et puis j'ai trouvé un éditeur sympathique, parce qu'au Diable Vauvert, c'est des gens que j'aime beaucoup, qui éditent des livres que j'aime beaucoup. Ça va de Neil Gaiman à Joan Branco, en passant par Ravalec, tout ça. Donc je me sentais plus en famille, puis c'est une petite maison. Moi, je viens de petite maison en petite maison. J'ai parfois travaillé avec des grosses maisons, mais j'aime bien celles où on vous répond tout de suite, où ils sont 5 au Diable Vauvert, et ils habitent effectivement au Diable Vauvert. C'est ça qui est drôle. C'est-à-dire, c'est loin hein, quand même. Alors, donc, la deuxième édition que vous avez là, je dirais que je la défends. Est-ce qu'il y aura une suite? Jamais. Jamais, jamais, jamais. Parce que je ne savais pas, heureusement qu'il y avait Quillien pour me tirer un peu l'info du pied. J'avais pas réalisé comme c'est désagréable de se retrouver ressuscité le passé. Oui, parce qu'il y a des choses passées qui sont terribles parce que les interlocuteurs sont morts. Ça peut être de la famille, ça peut être des proches et tout ça. Il y a des moments, les moments moches, les moments de ratage et tout, c'est pas grave, hein, parce que dans l'ensemble, c'est pas trop mal passé. Mais j'ai trouvé ce qui est pire, c'est quand on ressuscite les grands moments, les bons moments, qui ont parfois duré 2 minutes et parfois duré 3 heures. Et là, on se dit, ah ouais, ce moment-là, c'est super. Bref, c'est le début, le milieu et la fin de mémoire. Je ferai peut-être d'autres choses, mais je ne suis pas Chateaubriand. J'ai commencé à écrire ses mémoires à 25 ans et qu'il les a réécrits toute sa vie. En fait, c'est ce qu'il a écrit de mieux parce que il a fabulé un peu le bonhomme quand même. Hein. Non, ce qui vous intéresse présentement, c'est éventuellement
c'est mon rapport au dessin. Alors mon rapport au dessin, bah, c'est simple. C'est en gros, à part quelques exceptions, c'est la revue Métal Hurlant. Ou plutôt c'est la revue Pilote. Parce que en 69, alors qu'il fait des illustrations de science-fiction, Giraud fait rentrer Philippe Druillet à Pilote. Goscinny, qui a déjà, trouve-t-il, assez de science-fiction comme ça, puis à ce moment-là, il a récupéré l'équipe de Rakiri Hebdo, qui est interdit, qui va repartir quand ça viendra Charlie Hebdo. Mais il va être épaté par Druillet, parce qu'il trouve que ce qu'il fait, ça explose les cases de la bande dessinée. Et le nommé Druillet, en 71, me dit « Pourquoi tu ne viens pas faire des scénarios pour Pilote ?» Alors je dis « J'en ai jamais fait. » Il faut bien commencer un jour. Donc on fait une histoire ensemble, c'est pour le salon du Bourget. Un genre de sujet, moi je ne suis pas très actu. Hein. Alors on avait fait un avion, le plus bel avion du monde, qui est un avion français, mais incroyable, avec des décorations comme la Tour Eiffel, avec des vases galets et tout, et on disait quand même, le champion du monde, c'est l'avion français, c'est le plus beau, bon, il est un peu lourd pour voler quand même. Voilà, c'était ça le gag. Mais Druillet, il avait très très bien dessiné. Et là-bas, Goscinny m'apprend, assez vite d'ailleurs, à faire des histoires, parce que moi je suis un gamin qui arrive et qui à côté de lui, Rézère là, Fred là, Cabu là, les grands anciens, alors des fois, alors bon, quand Rézère dit, on lui parle du sujet, s'il peut être je ne sais pas quoi, Rézère dit 2 pages, puis on sait que ça sera Rézère. Moi je dis, oui, alors je ferais bien 2 pages sur les vacances avec Jean Solé, qui serait que les vacances, c'est très ennuyeux. Voilà, il disait, ouais, ok. Alors, le lendemain, on se voyait avec, dans le cas précis, c'était un vieux de la vieille, c'était Shakir, et qui est encore vivant, qui vient de faire en 3000 planches sa vie entière. Il ne trouvera jamais d'éditeur, mais il a raconté toute sa vie en 3000 planches. Et le lendemain, on se voyait entre le scénariste et le dessinateur, par Rézère, qui faisait tout seul à la main, et on trouve l'histoire. Et il faut la livrer le vendredi. C'est du sport quand même. C'est du sport parce que quand on prend 2 pages, ou 1 page, on y arrive. Mais des fois, une espèce de folie vous prend. Il dit, tiens, on va faire un numéro spécial asiatique. Ah ouais, pourquoi pas. Je dis, je ferais bien une parodie avec Yves God qui est là, du film Soleil Rouge, avec Toshiro Mifune, Alain Delon et Charles Bronson. Je dis une parodie, Goscinny dit, ça vaut 8 pages. On est lundi. Donc le mardi, on se réunit, et God livre l'histoire le vendredi. C'était... alors, c'était moyennement drôle. Je n'ai pas... Alors, des fois, c'était drôle. Par exemple, j'ai travaillé pas mal avec Lacroix. Et là, on a fait quelques trucs vraiment drôles. Et on le sait, dans l'ensemble, c'était pas nul, mais j'étais dans l'ombre de mes pères tutélaires. Il y avait Mandrika qui avait une idée géniale, il y avait, etc. Bon, ok. Je vais rester à Pilote 2 ans à peu près. Je vais faire une petite infidélité à Charlie, parce que je m'entends très bien avec Volansky. Je vais faire une histoire, l'histoire d'un homme tronc qui essaye de rattraper des cambrioleurs qui ressemblent au Raptou. Et Mandrika me dit, tu travailles sur quoi là? Je dis, bah l'homme tronc, c'est 4 pages. Il dit, non. Si l'homme tronc il fait chiffre en avançant, il faut que ça soit 8 pages. Pour que ça soit, on co-signe le scénario. On trouve un dessinateur, Pilote est plein à l'époque, et il ne lui a pas pris d'histoire, qui s'appelle René Petillon. Et comme on a peur du juste couru de Goscinny, on signe de noms improbables. Moi, je me souviens que j'avais signé
du nom du mec qui faisait Fantax, dans le genre Kelvin Nash, ou je sais pas quoi, on prend tous des pseudos. Ma collaboration avec Charlie, là-dessus, sur des textes mensuels, va s'arrêter tout de suite parce que se faire payer par le professeur Choron, c'est compliqué. Ça finira simplement, au bout de 6 mois, il doit 300 francs. Hein, il bouffe tous les jours chez Dodin Bouffant, où chacun prend à peu près l'équivalent, où en gros le repas coûte 10 fois ce qu'il me doit. Puis il dit, tu me fais chier, Dionnet, tu me fais chier. Il me fait un chèque en blanc. Le temps, il me fait comme ça. Et moi, j'écris 300 francs en lettres et en chiffres. Il regarde, il dit, t'es vraiment le roi des cons, moi. Tu m'as fait chier pour 300 francs. T'aurais écrit 3000, je te l'ai payé pareil. T'aurais écrit 30 000, j'aurais peut-être pas pu le payer. Et fin de l'aventure. À ce moment-là, je rejoins Nikita Mandrika à l'école des Savanes. Ils sont partis. Gottlieb, le fils adoptif de Goscinny, s'en remettra jamais, se met à faire des zizi, des quéquettes, des trucs comme ça. Mandrika fait quelques histoires de zigounettes comme ça, mais pas tant que ça. Lui, ce qui lui déplaisait, c'est qu'il avait fait une histoire d'un pilote d'un concombre qui a regardé pousser les rochers, le jardin zen, donc c'est pour ça qu'il est parti. Et Bretéché, elle part avec eux, mais elle continue à bosser avec Pilote, elle bosse aussi au Nouvel Obs, elle bosse partout, elle ne se pose pas de problème, elle invente le mot bobo, et elle me fait beaucoup rire, parce que quand je la croise plus tard, beaucoup plus tard, à une époque où j'ai arrêté la bande dessinée pour aller travailler en Asie un peu, elle me dit, qu'est-ce que tu fais maintenant? Elle me dit, ah bah c'est bien, tu fais un vrai métier. Elle dit, parce que les mecs de la bande dessinée, là, autour de moi, là, regardez leur nombril, je trouve pas mon truc et tout. Elle dit, moi j'ai épousé un mec, c'est un mec. Il fait des affaires, il court à travers le monde et tout. Il dit, les mecs de la bande dessinée, ils me regardent comme ça. Et puis ils sont avec leur petit nombril et tout. Et je me souviens, c'était une librairie qui a disparu, etc. Et il y a un mec qui dit, est-ce que je peux vous interviewer 5 minutes, Madame Bretéché, parce que vous êtes quand même dans le Nouvel Obs dans les semaines. Elle dit, ouais, vous pouvez m'interviewer. Je vais vous dire, il y a un truc que je n'ai pas encore compris. C'est que j'ai mon collègue Lausier qui bosse à Pilote. Alors Lausier, il monte les bourgeois de chez Castel, qui vont à Rio, qui dépensent des fortunes en bouteilles le soir, qui sont des crétins finis, des salauds interminables. Donc il est de droite. Moi, je montre des mecs avachis, comme ça, dans des canapés Ikea. Ancien nazi, le patron d'Ikea qui nous quittait il n'y a pas longtemps. Et je dis, ouais, il faudrait qu'on fasse un truc, mais quoi? On passe-moi le blanc. Donc, je suis de gauche, parce que je me moque des gens de gauche. Il dit, expliquez-moi. Alors, le mec, et le mec, il dit, mais vous avez bien une passion dans la vie, Madame Bretéché. J'en ai qu'une seule, c'est le shopping. Elle qui était, il attendait la grande féministe, elle dit, je fais du shopping, mais une journée entière, j'en ai des placards entiers, je les mets jamais, mais j'adore le shopping. C'était un mur, Bretéché. Elle était géniale parce qu'en fait, elle était à contre-courant. Alors je l'ai rejoint, et puis on essaye de trouver des dessinateurs, et on n'y arrive pas. On récupère Petillon, puisque Pilote n'en veut pas, ils n'ont plus de place. On récupère Francis Mas, parce qu'il avait été publié dans le fanzine d'un débutant à qui j'ai donné le prix du fanzine au premier festival d'Angoulême. Ça s'appelait Le Canard Sauvage, et il s'appelait Jacques Glénat. Enfin, il s'appelait encore Jacques Glénat Gutta. Et donc, c'est assez drôle, parce qu'après, on va se trouver 2 éditeurs. Un qui va se péter la gueule, Bibi, et un qui va devenir un énorme éditeur, Glénat. Donc on récupère Francis Mas, qui était publié dans l'Écho, et puis on va récupérer Wallace Wood, qui est un peu en fin de carrière, donc pas grand-chose. Et puis j'ai des difficultés à me faire payer. Ça a l'air répétitif, cette histoire. Mandrika, qui est d'origine russe, qui est grand, assez costaud, il m'attrape, il me balance par la fenêtre, il me retient par les pieds. Bon, en dessous, il y a un auvent. Hein. Il va mourir.
Mais il me rattrape, il dit excuse-moi, mais j'arrête parce que nos distributeurs sont partis avec la caisse. Donc il va confier la direction de l'écho à quelqu'un d'autre. Ok, mais pendant ce temps-là, à un moment, vers le 5-6, il dit il faudrait faire d'autres journaux. Il faudrait faire d'autres journaux parce que peut-être qu'il marcherait mieux. Alors, on prévoit un truc qui s'appelle Le Zonard, qui aurait été le journal des banlieues. Moi, j'y croyais beaucoup. Moebius va faire une histoire réaliste, ça s'appelle Cauchemar Blanc. Drouillet va faire une histoire atroce de banlieue, qui s'appelle Le Garage à vélo. Soleil va faire une couverture, tout ça va être recyclé dans Métal. On prépare une deuxième revue, alors là, j'ai pas bien compris. Quelle direction on prenait, parce que c'était un grand illustrateur qui s'appelait Georges Lacroix, qui montrait une jeune femme qui, de manière suggestive, ayant épluché une banane, la tendait vers sa bouche. Et ça s'appelait l'organe officiel, en dessous du régime, en dessous de bananes. Et Mandrika me dit, j'ai pas encore tout compris, ça sera un journal politique et pornographique. Bon, celui-là, il a été si vite oublié quand même. Et puis, il dit, bah écoute, Moebius, comme Giraud en a marre qu'on lui dise où on est avec Blueberry, parce qu'il ne s'entend pas trop avec Goscinny, parce qu'il l'a mis en cause plusieurs fois. Il dit, bah, on va faire un journal de science-fiction, alors. Drouillet, Moebius, moi, on se réunit. Bon, le meilleur titre qu'on trouve, c'est Banane mécanique. Vous voyez le niveau, quand même. Parce qu'on est peut-être influencé par l'organe officiel, j'en sais rien. Mandrika va prendre des petits bouts de papier, comme ça, il va les disposer, il va dire, voilà, le titre, c'est Métal Hurlant. Et il va faire un logo. Alors, il me dit, moi, mon conseil, hein, c'est que vous le fassiez sans moi. On dit, bah oui, on va le faire. Donc, avec 20 000 francs de capital, c'est-à-dire le tiers du prix d'un numéro de Métal Hurlant, la revue Métal Hurlant, on décide de faire un tiers, un trimestriel. Alors, il y a Moebius qui commence avec Arzac, qui va être... Eh ben, Arzac, ça ne parle pas. Donc, ça va être... Mais plus invendable, c'est impossible. Parce que les gens, à l'époque, les FNAC marchent très bien, les gens le feuillettent à la FNAC, ils le lisent en 1 heure, ils le reposent, ils reviennent le lire une deuxième fois, ils le reposent. On mettra 10 ans à le vendre. 10 ans. Mais il y a Drouillet qui marche bien. Et puis moi, j'ai repéré un Américain que l'underground n'aime pas, parce qu'il trouve que c'est trop premier degré, mais que la bande dessinée officielle n'aime pas, parce qu'il trouve que c'est trop porno, c'est Richard Corbel. On va récupérer Corbel. Et puis j'ai rencontré un jeune dessinateur qui s'appelle Jean-Claude Gall à la librairie de Jean Boulet, la première librairie de bande dessinée en France, et je crois la première bande dessinée totale. Et avec Jean-Claude Gall, on va faire un truc qui s'appelle Les Armées du Conquérant, qu'on avait essayé de fourguer à Goscinny. Mais Goscinny, quand je lui avais la première histoire, il dit, c'est bien cette histoire, mais la fin, c'est quoi la fin? Ça finissait, on appelle une fin ouverte, vous savez. Pas de fin, quoi. Il dit, vous ne seriez pas en train d'essayer de nous fourguer une histoire à suivre? Je dis, non, pas du tout. Alors, on fait une chute, l'histoire s'arrête. Mais on y reviendra plus tard. Et on fait chacun un tiers des textes. Alors, si vous tombez sur les premiers métals, vous verrez que Drouillet commence un feuilleton qui s'arrête au bout d'un chapitre. Moebius commence un feuilleton qui s'arrête au bout de 2 chapitres. Moi, je fais un édito. Le suivant, Drouillet fait un édito. Le suivant, Moebius fait un édito formidable, parce qu'il y a Arzac qui continue, en disant pourquoi une bande dessinée, ça devrait être carré et tout, ça peut ressembler à la flamme d'une bougie, à la flamme d'une allumette et tout. Et on arrive au numéro 4, et vous allez penser que je suis rayé. Je suis un disque rayé. Notre distributeur part avec la caisse. Alors on a une idée de génie. On décide d'en faire un mensuel
et de les distribuer vers ce qu'on appelait les NPP, c'est-à-dire dans les kiosques, partout, etc. Mais il faudrait plus d'auteurs. Et alors là, il va se passer un truc, et j'ai toujours pas compris, et c'est pas moi, hein, c'est le hasard. Vers le 4-5, on panique un peu quand même, on met 2 ou 3 bandes dessinées américaines, l'immense Vaud Baudet, qui à ce moment-là se suicide par pendaison auto-érotique, ce qui est un peu du gâchis. On va trouver 1 ou 2 Américains bien comme Ralph Reese, mais ça va pas, ça prend pas. Et on va voir déferler, je crois que les premiers qu'on voit arriver, ce sont les gens de l'école Saint-Luc, à Bruxelles. Donc on va arriver Schouten ou Schuiten, comme vous voulez, et Renard. On va arriver Sokal, qui très vite va partir vers le jeu vidéo. On voit arriver d'autres types de Saint-Luc. On voit arriver des indépendants, comme Ferrandez, qui à ce moment-là ne fait pas encore le grand Ferrandez, racontant son Orient natal qu'il a dû quitter, mais il fait du polar. On voit arriver la ligne claire. Alors on édite Just Swart, et on voit arriver Chaland et Cornillon. Ceux-là, ce n'est pas des cadeaux. Parce que la première fois que Chaland vient, il prend un train, il ne prévient pas, mais alors, à l'époque, on a le téléphone fixe, on n'a pas de portable, ça avait des bons côtés quand même. Donc il arrive un dimanche et on est fermé. J'ai oublié de vous dire que le bureau, c'est 2 pièces. Donc, comme le 1 s'est pas vendu, on l'a ramené d'Angoulême, il occupe une pièce. Donc dans le 2, on a un petit bureau et il les a vendus du 2, tout comme ça. Et bientôt, comme Jean Giraud me subventionne pour que je bouffe quand même, jusqu'à ce qu'on devienne mensuel, je vais acheter une machine à écrire. Vous avez dit, on faisait le numéro 5, oui, mais juste là, j'écrivais en bâton à la main. Il n'y a pas de machine à écrire. Alors j'ai acheté ces machines toc, 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 d'occasion, bien sûr, ce qui fait que clic, clic, on corrige, et puis on essaye de pousser le truc, et on voit arriver donc Chaland qui vient un dimanche. Alors, on lui paye le billet pour qu'il revienne un jour de semaine, avec Cornillon. On voit arriver, je tombe sur un Américain qui n'intéresse personne en Amérique, Charles Burns. Allons-y, on embarque Charles Burns. On va voir arriver ce que j'appelle... Alors, ligne claire, ça continue avec Ted Benoît et tout ça. On voit arriver ce que j'appelle la ligne crade. C'est-à-dire au moins, Max, tout ça... qui hélas va pas durer longtemps parce qu'à Leningrad ils sont un peu drogués avec des drogues un peu dures, et à part Max qui est encore parmi nous, ils vont disparaître. On voit arriver les Brésiliens, Macedo et Vos. Alors Macedo et Vos, ils sont soit dans le truc un peu sectaire où il y a des espèces de trucs dans le ciel comme ça avec des mecs qui s'élèvent dans l'espace, ou c'est du rock ultra violent. Ils n'ont pas vraiment choisi leur camp. Mais ils bossent. On voit arriver... ah oui, il y en a un qui envoie sa lettre par la poste. Avec des petits dessins comme ça, tout petits. C'est un gamin. Je trouve ces dessins formidables. J'en mets un dans le numéro suivant. Et puis le mec, il dit, oui, mais moi, ma mère m'a dit, passe ton bac d'abord. Alors j'écris à la mère de Serge Leclerc. Et je dis, votre fils a une belle carrière devant lui dans la bande dessinée, donc c'est pas la peine qu'il passe son bac. Et il vient, il a 17 ans, et très très vite il trouve son style. Très vite, Philippe Manœuvre me rejoint, on est au bout de 1 an encore à passer. Alors il aime bien le côté rock. Serge Leclerc, il va l'amener à aller filmer des concerts. Pour New Musical Express, journal anglais, ou pour Metal Hurlant, donc son dessin va devenir le dessin de Serge Leclerc, rock. Après, il ira vers la science-fiction, après, il fera des tas de choses. Alors, Serge Leclerc, quand vous regardez l'œuvre complète, c'est quand même un beau pavé. Là, il a ralenti, c'est bien dommage. Puis il va faire un jour l'album, sa version officielle de l'histoire de métal, où je m'empresse de dire qu'il y a des choses vraies, mais qu'il y a beaucoup d'affabulation. Ce n'est pas vrai que je me cachais à l'église pour parler avec François Mauriac, par exemple.
on voit arriver des hordes, des Anglais, comme Angus MacKay. Je vois arriver un mec, un scénariste anglais. Il me dit, moi j'adore ça. Et puis il me raconte 2 ou 3 idées. Et je dis, c'est bien. Il dit, non, non, on va faire notre journal à nous. Je venais pour récupérer les métals parce que je vais lancer des héros en Angleterre. En Angleterre, la BD, elle est un peu sur le déclin à ce moment-là. Il y avait les grandes revues qui ressemblaient aux premiers pilotes grand format, avec des trucs, un pilotorama en gros au milieu, puis des histoires, la vie de Churchill jeune, qu'on a retrouvé dans Pilote d'ailleurs à ses débuts. Et il me dit, non, on va faire notre journal, mais je voudrais acheter. Alors il montre les trucs, l'album de Gall, il dit, je dis, ouais, il dit, ouais, j'achète ça parce que ça ressemble pas à Conan. Parce que Conan, à ce moment-là, il est un grand héros Marvel Comics. Il dit, vous avez un style très différent. Et puis il va acheter un album de Picaret et Tardy, je me souviens. Ça s'appelle Polonius. Il dit, c'est pour montrer à mes dessinateurs qu'il y a une alternative au comic book américain qui a tout envahi en Angleterre. En France, non, il est interdit, il sera encore interdit jusqu'à Fantasque. Et il repart, et un jour il m'enverra une lettre qu'on utilisera comme éditorial en disant, grâce à Métal Hurlant, j'ai pu lancer Juge Dredd et Slane. Ah voilà, et les histoires comme quoi c'est sans fin. Parce que Métal Hurlant, tout d'un coup, fait l'objet d'un certain... Ouais, tout d'un coup, ça devient un truc. Moi qui allais aux États-Unis de temps en temps, avec des fanzines, avec des trucs comme ça, avec des 3 pages dans Pilote, tout d'un coup, on est publié en Espagne, dans Alter Alter, et puis dans Métal Hurlant. On est publié dans Alter Alter, c'est en Italie. Puis Métal Hurlant. C'est un copain de régiment de Pratt, qui s'appelle Roberto Rocca, qui le fait très bien. Il le fait aussi en Espagne. Et là, il y a Palacios qui va faire les Chants de Maldoror. Donc, on va repérer un petit journal italien qui s'appelle Frigidaire. Là, on va rater Liberator. On va le rater. Mais comme j'ai toujours dit, on est très copains, c'est peut-être plus mieux pour toi, parce que tu aurais été pris entre Druillet, Moebius et Corben, c'était un peu... À l'écho des Savades, il devient le roi à ce moment-là. On voit arriver des Espagnols, de la revue Madrid et tout ça, on voit arriver des mecs comme Dick Matena en Hollande. Bref, c'est un peu un mouvement global dont Metal va devenir le navire amiral parce qu'on va le vendre aux Américains. Jamais personne n'a vendu un journal étranger aux Américains. C'est jamais arrivé. Alors, je vais essayer de le vendre à Marvel. Stanley va me dit, ça ne marchera jamais. Ok. Quand ça se fera plus tard, il fera une copie, pas si mauvaise, qui s'appelle Epic, comme quoi on change d'avis. Je vais le proposer chez DC Comics, qui édite les trucs, et Joe Kubert, un grand dessinateur que j'aime beaucoup, me dit, Infantino, qui est le patron, est très gentil avec moi, parce que j'aime beaucoup ce travail en plus. Mais il dit, c'est pas pour nous. Et Kubert me dit, tu perds ton temps. Tu perds ton temps parce que ce que vous publiez, c'est la remise en question de ce qu'il faut avec les super-héros. Donc, il ne peut pas publier ça. Je vais aller voir le mec qui fait Penthouse. Penthouse qui va beaucoup plus loin que Playboy, c'est-à-dire que on est dans la gynécologie, quoi. Il y avait comme Playboy, il y avait un petit côté quand même. Là. Et puis j'arrive chez lui. Ça fait 40 mètres de haut, c'est un truc couvert en bois comme ça, et il n'y a que des Christ comme ça, et des Vierges Marie, et des chairs d'église, et on s'installe sur une table comme ça, avec des sièges d'évêques, il met un paquet de coke, genre Scarface, sur la table, et il y a des nonnes, mais des nonnes jusque-là. Ouais. En dessous, c'est rasé. Qui viennent nous servir le truc. Et il dit, ouais, c'est pas mal, mais ça manque de fesses. J'ai compris. J'ai compris que c'est peut-être pas lui l'interlocuteur. Et puis, à ce moment-là, les gens qui font le National Lampoon, journal très célèbre en Amérique,
il va y avoir les films d'Achat dans la poule, Animal House et tout ça, ils vont très mal. Ils vont très mal parce que John Belushi, Dan Aykroyd, leur scénariste principal, Michael O'Donoghue, ils sont tous partis pour Hollywood. Donc ça va très mal pour eux. Alors, je leur dis, je me crois très très intelligent. Face à les Américains, dans les affaires, on n'est pas intelligent jamais. Hein. Moi, je suis tout seul avec ma petite tête. Eux, ils ont 40 avocats derrière. Moi, j'ai un avocat, à ce moment-là, ils ont 60 avocats derrière. Et je dis, on va peut-être échanger. Moi, je ferai le lampoule en France. Et puis, vous pourriez faire Métal Hurlant en Amérique. Et la femme de l'éditeur me dit, ouais, pourquoi pas, je trouve ça intéressant. Puis un jour, je dis, je ne peux pas faire le lampoule parce que j'ai pas les mecs pour faire les gags. Ce qui est vrai, j'aurais pu le dire plus tôt. Et ils me disent, ok, on lance Heavy Metal. Oh. Alors après, il y aura lui qui devient oui, après il y aura elle. Et pendant très très longtemps, j'ai dit, je suis quand même le mec le plus fort du monde. Prenez pour Aldo Machion. Je disais, je leur ai vendu un journal aux Américains. Et il y a un type qui s'appelle Labarre, qui a fait pour les presses universitaires du Sud-Ouest un truc où il a été interviewé tout le monde. Et dont le mec qui m'avait acheté le journal, il dit, on a eu une bonne et une mauvaise surprise. On a acheté Métal Hurlant pour en faire Heavy Metal. Et on l'a acheté, mais on n'y croyait pas du tout. C'était pour qu'on ait 6 mois avec la banque de Tranquille, le temps de reformer l'équipe du Lampoule. Et il dit, manque de peau, ça a marché. Ils en ont vendu 200 000. Donc ils ont continué. Alors les rédacteurs en chef changeaient tous les mois parce qu'ils n'avaient pas prévu que ça marche. C'est la fille d'un des patrons qui dit, moi je déteste la bande dessinée, mais je vais essayer de voir comment je peux faire, etc. Bon, au bout d'1 an ou 2 ans, ça dégénère très très vite. On en arrive à ce que, par exemple, je leur envoie ce qu'on appelle les films d'imprimerie, etc. Et puis, ils les découpent pour mettre leur texte à eux. Donc, quand ils me les rendent salopés. S'ils me les rendent, alors je dis, bon, c'est simple maintenant, comme vous ne m'avez pas payé depuis 3 mois, plus de livraison, plus de numéros. Ils disent, bah, on vous paiera bientôt. Oh, je prends le Concorde, moi. Parce que la banque, le matin, m'a dit, ce soir, vous sautez. Ok. Demain matin, si on n'a pas... Donc, je prends le Concorde. Je vois que la terre est ronde. Ça se voit avec le Concorde. J'arrive, je vais dans la banque. Je dis, le banquier dit, on va fermer dans 10 minutes. Je dis, non, non. On attend Léonard Moguel. Et à ce moment-là, Léonard Moguel arrive, me fait mon chèque, et voilà. Et donc, on a Heavy Metal, c'est formidable. On va faire ce que j'estime être le plus beau journal de bande dessinée de science-fiction du monde, jusqu'au numéro 50, avec aussi de l'humour, parce qu'arriveront l'humour rock, avec le chanteur de Star Shooter, ou Elie Medeiros, qui est encore avec Jacques No. Va arriver Margerin, qui sera notre premier succès. Et le succès de Margerin fera que, comme on est dans le garage hermétique, tout d'un coup, on commence à vendre Giraud et Arzac commence à se vendre. Drouillet qui est parti revient. Et jusqu'au numéro 50, on fait un journal incroyable, je trouve. Alors, il y a Fellini qui vient, il y a Alain René qui vient, il y a Yves Montand qui vient, il y a Chris Marker qui vient. Mais bon, ils vont faire un décor à Bilal. Par contre, les Américains, ils l'ont bien vu. Et surtout, je suis le mec le plus con du monde et je ne vais pas vous raconter la suite, vous n'aurez qu'à lire mes mots. Voilà. Et je vais quand même finir en disant qu'il arrive quand même un mec habillé comme Crocodile Dundee, oui, voilà, qui me dit, moi je prépare un long métrage avec un médecin urgentiste et on veut l'appeler Métal Hurlant. Et j'ai dit, il a fait quoi avant, comme quoi? Médecin urgentiste. Il n'a jamais fait de film? Non. Il dit, on vous donne 10% des droits du film et des suivants et je refuse de faire Mad Max. Ça s'appelle Mad Max parce que j'ai refusé le titre Métal Hurlant parce que j'ai pensé que le mec était dingo. Voilà. Et donc voilà mon histoire. Alors à la suite j'ai vécu d'autres aventures dans le cinéma, à la télévision, ailleurs. Mais ce dont je suis plus fier, bah, c'est Métal Hurlant. Et ce dont je suis heureux, c'est que c'est pas ma faute.
C'est-à-dire que pourquoi cette horde de dessinateurs qui n'avait pas 2 ans avant arrive d'un coup, après va arriver à suivre, et ben on va voir plus de lecteurs, parce qu'en même temps, Pilote est devenu mensuel, et on se met à occuper une place comme ça dans les kiosques, et tout le monde se met à parler du phénomène bande dessinée. Et jusqu'au numéro 50, on va faire le plus beau journal du monde, après ça va être moins bien, après j'aurai d'autres actionnaires, après je vais le revendre au journal de Mickey, après ça va mourir, et après ça va réapparaître, et ça va pas marcher parce que c'est en petit format comme les comic books. Et puis maintenant c'est revenu, et là ça fait 50 ans, et j'ai l'impression, on doit faire un truc pour les 30 ans de notre festival, encore un zéro. Après on doit faire une grande expo à Angoulême, après on doit faire une grande expo à Lucca en Italie. J'ai l'impression d'être un mec qui vend lui-même sa vie au porte-à-porte. Parce que, bon, mais je le fais. Et puis, ouais, c'était un des plus beaux journaux du monde. C'était un journal extraordinaire. Moi, je l'ai relu, on a fait des trucs, mais... Parce qu'il y avait une espèce de montée à l'échelle de tout le monde, une espèce d'entraînement. Et, ouais, je suis hyper fier de Métal Hurlant. Alors, j'ai fait énormément de conneries. J'ai géré ça comme un imbécile. J'ai failli aller en prison. Comme l'avocat qui était contre moi, c'était Cashman, qui n'en avait rien à foutre. J'aurais pas 5 ans ferme, je prendrais 6 mois avec sursis. Maintenant, je suis encore là, et 50 ans après, je suis encore là. Et je vous dis, c'était Métal Hurlant, et Métal Hurlant est revenu, et je suis très content. Voilà. C'est la revue où j'écouvre la première bande dessinée qui me sidère, ça s'appelle L'Homme de Cristal. C'est dessiné comme un cochon. Mais je ne le vois pas parce qu'il y a un homme de cristal et des hommes nuages et tout, et je trouve ça magnifique, je ne saurais pas dire pourquoi. C'est en quelque sorte un truc archétypal, c'est-à-dire que quand le soleil arrive en face de la lune, il y a des rayons de lumière qui animent l'homme de cristal, et ça me sidère, et là je découvre qu'effectivement, on est au pays de Jung et des archétypes, mais ça... on est tous d'accord là-dessus. Mais c'est pas forcément évident. C'était la question que je voulais vous poser. C'est quand vous avez écrit à peu près 26 albums, comment les idées vous viennent comment en fait? Parce que là vous avez des projets encore d'albums. Moi je suis. Vous faites pas de moustiques. Les idées, en ce qui concerne les autres, je ne sais pas. En ce qui me concerne moi, je sais. C'est-à-dire que par exemple, Jean Cyriac, qui est un mélange de Soleil et de moi, qu'on va mettre très longtemps à fourguer dans des spéciaux de pilote à Goscinny, c'est un ado qui a l'air de rien, avec un jean patte d'éléphant, qui en fait est le maître de l'univers, mais il ne le sait pas encore. Vous voyez, le rêverie ado, mais à 2,50 francs. En même temps, dans Lucky Luke Magazine, j'ai lancé l'histoire d'un ado que tout le monde prend pour un imbécile, mais découvre qu'il est le roi d'une planète extraordinaire. Donc on est encore dans des fantasmes tout à fait adolescents. Et puis, alors, Soleil, à ce moment-là, devient psychédélique. J'aime bien cette bande parce qu'on a oublié que c'était une bande dessinée psychédélique, et je trouve qu'il y a des trucs incroyables, et lui, il n'aimait que l'humour. Il me disait, mais il n'y a toujours pas de gag au chapitre 2, ni au 3, ni au 4. Ben non, il n'y avait pas de gag. C'était ce peuple parallèle des légendes qui vit à côté de nous, et lui, il découvre qu'il en fait partie. Belle histoire. Alors on va commencer les questions pour gagner des papiers nickelés. Une BD, alors vous donnerez la réponse après, parce que vous la savez, une BD inachevée d'un grand auteur de Métal Hurlant, mais il faut me donner le nom de la bande dessinée et le nom de l'auteur pour gagner un numéro de papier nickelé. Et le premier candidat lève le doigt et il prend la parole. Jean-Pierre, vous savez la réponse. Alors, il y a un article d'un papier nickelé. Monsieur Elric le... Nécromancien. Il fait quoi comme métier, Elric? Le nécromancien. Alors Jean-Pierre, une petite anecdote là-dessus, comment ça se fait qu'il n'a jamais terminé Druillet, ça? En fait, Druillet, qui était un peu naïf, il n'était pas naïf, il ne pensait pas. Il dit, je vais adapter Elric le nécromancien, mais il oublie d'en parler à l'auteur du livre, Michael Moorcock. Ah bah oui. Qui a pris les choses mal. Alors ça s'est arrangé à l'amiable. Mais, donc il a abandonné Elric, et il va cannibaliser la plupart des planches d'Elric dans ses albums suivants. Ça, c'est ça l'anthologie de l'âge d'or, j'adore, parce que c'est le numéro 50, c'est pas le numéro 50, mais c'est autour du numéro 50, c'est un spécial.
parce que c'est la seule collaboration en couverture de Druillet et Moebius. Le crayonné est de Druillet et l'ancrage est de Moebius. Donc pour moi, un numéro totalement historique. C'est chouette. Alors, belle transition. Effectivement, là, vous avez presque prononcé la réponse dans ce que vous venez de dire, mais je vais vous demander, donc, voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Le nom du dessinateur, Gustave Doré, il a influencé quelqu'un, mais il faut me donner l'œuvre. Alors, l'œuvre en question, qu'est-ce que ça représente et comment ça a été publié, sous quelle forme ça a été publié en France, contrairement à l'Italie. Ça, c'est une question pointue. Si vous avez lu Papier Nickel, j'en ai parlé dans un article. Voilà. Alors, à vous de jouer. L'auteur, le nom de l'œuvre et puis la forme de publication. 3 questions. Si vous avez les 3 réponses, vous gagnez un numéro. Allez, hop. Personne? De l'album de Doré ou l'album suivant? Alors, il faut donner. Le titre de Doré. C'est la Divine Comédie dedans. Très bien, Jérôme. Alors, sous quelle forme ça a été publié? Et l'auteur qui s'est inspiré de Doré, c'est Jean-Claude. Moebius. Alors, voilà. Moebius. Ouais. Alors, Moebius. Alors, par contre, du coup, il faut que la personne qui a commencé. Alors, du coup, comme c'est Jean-Claude Calamin, est-ce que vous, Jérôme, est-ce que vous avez l'idée de sous quelle forme ça a été publié en France? Donc, c'est Moebius qui fait la Divine Comédie. Est-ce que vous savez, attendez, on termine avec Jérôme. Est-ce que vous savez la forme de publication? Poster. Il a soufflé. Il vous l'a soufflé? Ah oui, il faut comprendre que c'était un poster, mais je ne savais pas. C'est pas un poster. Ah, sérigraphie. C'est une couverture peut-être? Carte postale. Carte postale, alors on va dire que monsieur a gagné. Enfin, Jérôme, voilà. Allez, monsieur a gagné, c'est sur une carte postale. En fait, c'est un mystère. En Italie, c'est un album. Donc, quand même Il y en a plein en Italie. Il y a par exemple François Villon, qui est paru qu'en Italie. Il y a eu 2-3 albums de BD qu'il a fait que pour l'Italie et qui ne sont jamais parus en France. Voilà, alors on va revenir, il y a un numéro spécial chat, on va vous poser des questions sur les chats, c'est votre dernier coup, vous êtes très acteur, vous êtes ange tutélaire de Métal Hurlant, et vous avez fait un album sur les chats, alors on va poser des questions chats. Alors là, il faut me donner l'auteur, le scénariste de l'histoire et l'histoire de l'album, parce que cet album, il a une histoire précise, donc pareil, il y a 3 choses à donner là. Parce que... Alors, monsieur. Moebius, Jodorowsky, et l'album était offert pour l'achat de 4 livres. Voilà. Qu'est-ce qui vous a pris d'offrir un album? Vous êtes fou. C'était une très bonne idée. Oui. On a fait comme l'album de la Pléiade. Voilà. Et ça a très bien marché. Alors, j'ai cru dans votre bouquin qu'il y aurait une suite qui viendrait. Jodorowsky aurait écrit la suite de ce. Comment c'est possible? J'ai appris que Jodorowsky avait écrit la suite des Yeux du chat, mais que pour l'instant, il n'avait pas trouvé le dessinateur. Attendez, c'est il y a 1 an, alors si ça se trouve, il l'a trouvé entre-temps. Ok, alors maintenant, il va falloir nous parler. Bon, ça, on a un dessin, on connaît ce dessinateur, mais par contre, effectivement, il faut me donner l'album où on a des chats volants qui apparaissent. Il faut me donner le nom de cet album et le nom, bien sûr, du dessinateur qui nous fait effectivement un dessin de chat dans le spécial chat, donc c'est pas trop difficile, ça. Alors, je vous rappelle qu'il faut lever la main, parce que si tout le monde parle en même temps, monsieur, vous avez déjà joué, donc je ne vous donne pas la priorité, désolé. Alors, l'idée, il faut que ça tourne un peu. C'est pas marrant. Je suis abonné à Métal Hurlant, c'est un hors-série de chat. C'est toujours les mêmes qui gagnent. Un album, quand même, c'est un album. On peut donner un indice. Est-ce qu'on peut donner un indice, Jean-Claude, pour aider les gens à trouver le nom de l'album de Bilal? Le nom de l'album de Bilal. Oui, il y a ce chat-là. Ce chat, oui. Voilà. On fait un peu la foire, quand même. C'est un peu la foire immortelle. Alors, moi, le jeune homme a gagné. Allez, ça marche. La foire immortelle. Ça va. Alors, c'était publié dans Métal, ça ou... Non, c'est dans Pilote, ça. Ça, c'est paru dans Pilote. En fait, Bilal, il aurait adoré être dans Métal, mais il s'est déjà engagé avec Christin. Et il est parti, et il restera fidèle, donc il fera que 2 histoires dans Métal. En disant, c'est dommage, Métal, c'était plus prestigieux au niveau international. Alors, vous m'avez dit, parce qu'on a fait une petite interview qui sera dans le podcast Affinité auquel vous allez tous vous abonner, qu'il va y avoir une ressortie de Exterminator 17 avec des couleurs qui sont beaucoup mieux que les couleurs actuelles. C'est ça l'idée? Voilà, c'est-à-dire que Bilal, avec Villaruba, va le faire, et que Exterminator 17, au départ, alors ça, il y a un mec qui a payé une option pas chère, mais il a payé pour en faire un film avec un acteur que j'aimais beaucoup, qui s'appelle James Caan, qui est dans Rollerball, et il voulait faire Exterminator 17 en film. Et
il dit, je le fais après un film que je fais maintenant, où il a demandé un monstre à Bilal, après La Forteresse Noire. La Forteresse Noire sera un bide, donc Michael Mann ne fera pas Exterminator 17, et il partira pour 15 ans de Miami Vice. Ça, je regrette bien, parce qu'en plus, je vois bien ce sportif, ça aurait été génial. Alors, et le film est maudit, puisque La Forteresse Noire, donc j'ai écrit un article sur Bilal et le cinéma, j'en parle un petit peu dans un papier nickelé, et La Forteresse Noire est toujours inédit en DVD Blu-ray. C'est quand même un film maudit, et c'est un film vachement intéressant. C'est un film vachement intéressant, mais ça a été un tel bide à l'époque. Oui, que voilà. Il existe le making-of, on trouve le making-of en DVD. Alors, on arrive à deux autres questions pour terminer. Alors là, il faut me donner forcément quel est l'auteur de ça. Il y a un article dans le dernier. Alors, mais il faut attendez. Combien de tomes? C'est une série en combien de tomes? Oui, parce que c'est trop facile. Alors, monsieur, qui c'est qui a dit Chat du Ramin? C'est monsieur. Combien de tomes dans le Chat du Ramin aujourd'hui? Ah, désolé. Allez, allez-y, essayez de dire un chiffre au pif. Des fois, ça marche. Allez. Ah, et monsieur a dit 12, il a gagné. Ça marche. Allez, 12 albums. Alors bon, vous l'avez jamais eu, lui. Ça. Non, Sfar, il est très clair. Hein? Sfar, il est très clair. Ouais. Il m'a dit, je vois un jour, parce qu'il peut être absolument adorable, je lui ai dit ukulélé. Il me dit, ouais, je vais te faire quelque chose pour le Métal 50 ans. Et puis 3 mois après, il me dit, en fait, je déteste participer à des aventures collectives. Alors, un grand illustrateur, dessinateur qui est présent de façon récurrente dans le métal hurlant spécial. Alors, il faut me dire Chabouté, mais alors là, du coup, personne n'a gagné parce que je ne sais pas qui a dit Chabouté. Donc, laissez-moi quand même poser les questions, messieurs, dames. Je sais que vous êtes pressés d'aller boire un coup. On va donner au monsieur non. Chabouté, il faut me donner le nom d'un album de Chabouté, sinon tout le monde sait que c'est Chabouté qui fait ça. Donnez-moi le nom d'un album de Chabouté. Voilà. Sinon, c'est trop facile. Et écoutez les questions. Vous êtes pressés. Toc. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre peut me parler de Chabouté, me parler d'un album de Chabouté? Alors, il n'est pas hyper... Le musée, là, au musée d'Orsay. Le Purgatoire de Chabouté, bah oui. Il a fait le Purgatoire. Alors, il a fait notamment Moby Dick aussi. Ah oui, c'est vrai. C'est toi qui as répondu. Alors, ce que je voudrais, Jean-Pierre, pour terminer, qu'on vous une question, qui est une grande question quand même, et je ne voudrais pas tellement les tabous, mais voilà, cette question, elle me tarabuste. Donc, j'aimerais avoir encore l'attention du public pendant 5 minutes sur une question assez fondamentale, sur laquelle j'aimerais avoir l'avis de Jean-Pierre Pionnet. Il aurait conclure là-dessus. Après, on va faire une partie signature. Alors, dernière question, là, il n'y a rien à gagner. C'est juste une interrogation. On parle de dessin, et j'aimerais avoir votre vision sur l'avenir du dessin. Puisqu'en fait, aujourd'hui, il y a des critiques, des gens qui donnent un prix à un truc qui s'appelle La couleur des choses de Martin Panchaud, une BD, qui est faite avec un ordinateur. On voit des émoticônes qui racontent une histoire. Non, il y a des trucs dessinés à la main. Moi, j'ai vu des originaux, c'est dessiné à la main. Un peu à la main. C'est dessiné à la main. Je voulais avoir votre avis sur le point suivant. C'est la place du dessin. Franck P. va sortir un bouquin en septembre chez Glénat, où il dit aujourd'hui une partie des dessinateurs, par exemple Thierry Murat, fait cette BD qui s'appelle Initial. Thierry Murat est un dessinateur et un scénariste, et il fait une BD avec une intelligence artificielle. Donc voilà, on est des gens qui pourraient être qualifiés de réactionnaires en disant le dessin c'est quand même le travail de Monique Gus, le travail de Drouillet. Attends, c'est pas les législatives là. Alors quel est le... Il faudrait arrêter. Alors quel est l'intelligence artificielle? D'abord la bonne et la mauvaise nouvelle. Oui. C'est qu'il va sortir une collection entière d'albums faits avec l'intelligence artificielle qui est dirigée par un grand écrivain par ailleurs, Vincent Ravalec. Et on verra ce que ça donne. Moi j'ai vu un exemple sur une ville Jésus-Christ qui en gros recyclait du Gustave Doré et autres. J'ai été très moyennement convaincu. Je trouve qu'on voit la différence. Par contre, entre fromage et dessert, entre le très très beau dessin de Franck P. et ce truc de fou qui a presque un côté ubu, simplement, les gens ont dit mais c'est n'importe quoi, je trouve les textes sont drôles, il en a vendu 50 000, tant mieux.
L'ennui, c'est que je vois pas ce qu'il peut faire après. Mais je trouve que le fait que... Parce que c'est drôle en plus, mais c'est un truc de fou. Ça fonctionne. Alors là, parce que tu es en train de nous faire, je te dis, tu es en train de nous faire la NUPES qui se sépare. Ah non, je suis en train de vous provoquer par votre avis. Moi, j'ai été curieusement séduit en lisant les textes par le Panchaud, en disant le pauvre, il est allé directement dans le mur, mais ça fonctionne. Effectivement, je sais que Franck P peut faire autre chose, mais si Martin Panchaud me fait des cubes la prochaine fois, ou des carrés, ou des trucs, c'est foutu, donc j'attends de curiosité. Mais je crois que, je veux dire, c'est comme... ce qui m'énerve, c'est comme si on disait ça c'est une BD, ça c'est un roman graphique. Hein. Parce que des fois on empile 10 comic books comme les Watchmen et ça s'appelle un roman graphique. Et s'il y en a 4, ça s'appelle un recueil de comic books. Il y a des romans, le rayon roman graphique. Moi souvent je me sauve en courant dans cette librairie parce que c'est que des sujets de société vachement importants. Mais c'est une félie à faire au niveau dessin. Et puis des fois, il y a une merveille absolue. Non, la notion de roman graphique me fait chier, parce qu'à ce moment-là, on peut dire que ça a commencé très tôt. Hein. Ça a commencé avec l'histoire sans parole de Mazrel, et après de Lindoire. Ça s'appelle l'histoire sans parole. Et ça tenait la route. Après, Maus, c'est un grand roman graphique. Après, Will Eisner, qui n'a pas eu quelques, c'est un grand roman graphique, c'est dans un autre format et tout. Mais faire un album de BD grand comme ça, large comme ça, épais comme ça, où Zozo me raconte qu'il a rencontré Ripaton et que Ripaton est un facho, et qu'en réalité, on a changé d'univers depuis la page 2, et parce que la page 3, elle n'est même pas dessinée. Il faut arrêter ces catégorisations. Il y a des gens qui disent je ne lis pas de bande dessinée mais j'ai des romans graphiques. Mais c'est la même chose. Le dernier Bouncer de Book, il fait 172 pages. Ah, alors 172 pages, c'est donc un roman graphique. Et non, parce que c'est au format d'un album de bande dessinée. Ah oui. Oh non. Alors, moi, ma dernière question, c'est Jean-Pierre Vionnet. Il a fini de raconter ses mémoires, et Jean-Pierre Vionnet, j'ai l'impression, on en a discuté, il redevient scénariste, il a envie de bosser avec des auteurs de BD. Est-ce que vous pouvez nous donner rapidement, on termine en 5 minutes notre conversation, vous avez vos projets, peut-être en faire part. Enfin, on ne peut pas se porter malheur, comme Exterminator 17, j'ai trouvé la fin. J'ai mis 30 ans. Alors maintenant... faut que je trouve le dessinateur, mais bon, les humains ont créé les androïdes pour en faire des tueurs jetables. Je peux vous dire que ça finira mal pour les humains. En un album. D'autre part, j'ai trouvé un type pour prendre la suite de Gall, qui nous a quittés trop jeunes après un Dieu amante et quelques planches. J'ai trouvé la suite. Mais j'aimerais bien faire ça vite, parce que j'ai un autre projet qui n'a rien à voir avec la science-fiction, parce que la science-fiction, j'en ai jusque-là. J'ai vécu dedans toute ma vie. Et puis j'ai un projet de roman qui, je pense, va pas marcher du tout, mais on ne sait jamais. Un roman profondément décevant, qui commence vachement bien, et ça finit dans un monde Ikea lamentable, alors qu'au début, c'est un grand truc romantique. Bref, j'ai plein de projets. En fait, l'idée, c'est que je voudrais faire 2 trucs par an. Parce que j'approche dans le compteur, je suis pratiquement presque aussi vieux que Frémion. Hein. J'ai 76 ans. Donc je me dis, si j'arrive à faire un livre ou 2 livres par an, puis rééditer certains peut-être aussi. Alors, l'époque est opaque. Par exemple, je ne sais pas comment va être accueilli en Amérique l'ange de miséricorde, dont le héros tuait énormément de femmes, mais par adoration des femmes. Et à la fin, il rencontre enfin la femme idéale, il en meurt. Mais entre, il a tué beaucoup de femmes. Alors, est-ce qu'on va me traiter de féminicide? Oh merde, c'est un truc que j'ai rêvé, que j'ai écrit, pour moi c'est un conte de fées, je le fais. Voilà. Jean-Pierre Vionnet, ange tutélaire de Métal-Hurlant, merci beaucoup pour votre action. Voilà.
c'est moi qui remercie ceux que je connais et ceux que je connais pas, parce que, vous savez, c'est hyper agréable, maintenant que Druillet s'est remis au dessin et qu'on n'a plus Moebius, c'est hyper agréable d'être là 50 ans après et d'en profiter un peu, parce que, en gros, 80% des gens que j'aime, ils ont des succès posthumes. Moi, je préfère avoir un retour d'affection en tume. Voilà, alors donc, pour terminer là-dessus, je vous explique comment ça va se passer rapidement. Nous avons donc Fabien Oudot, la librairie Très d'Esprit, qui est là. Vous allez pouvoir acquérir et vous faire signer ce livre, quand même, qu'il faut avoir lu. Vous pouvez l'offrir à vos amis. Alors ce soir, le centre nous invite, c'est un partenariat, donc nous vous proposons, nous vous demandons d'avoir la gentillesse de prendre une consommation au bar. C'est notre participation. On va pas vous offrir à boire ce soir exceptionnellement. Et par contre, on va vous offrir la possibilité de participer à un troc d'illustrés.